Alors, on reçoit Julien Krikloz et Victor Balzac autour du sujet des ados. Les ados, c'est zéro. On peut se demander, évidemment, les deux orthographes fonctionnent, puisqu'il s'agit dans les livres de cette question qui est au cœur de vos romans. Ce sont en fait des ados zéros qui veulent devenir des héros, ou l'inverse peut-être. Je ne sais pas comment l'orthographie ou comment on le dit. Alors Julien, vous êtes musicien, vous êtes bassiste entre rock et flamenco, si j'ai bien compris. Hier soir encore, vous étiez en concert. Vous avez publié des nouvelles, puis un premier roman, Vue d'en bas. Oui. Et vous participez à une revue, alors il ne faut pas la rater celle-là, parce que la revue Schnock pour les vieux, donc les jeunes, là au premier rang, c'est pas pour vous, parce que c'est une revue pour les vieux de 27 à 87 ans. Donc je pense que tous les autres dans la salle, c'est bon. C'est quoi cette revue Schnock? Schnock, c'est une revue qui a été créée par Alistair, qui est un chanteur français que vous connaissez peut-être. Ça vous dit rien cette revue du tout? D'accord. Qui parle de sujets. Victor, ça te dit quelque chose, Alistair? Non. Qui parle de sujets assez rétro, du cinéma de papa, on va dire, de musique des années 70, même d'alcool, on pas oublié. Enfin, voilà, c'est une revue assez marrante, hein, il y a pas mal de second degré à laquelle j'ai participé pendant quelques années. Oui. Ok. Victor, vous, avant d'être romancier, vous êtes poète et vous avez publié déjà trois recueils remarqués avec des très beaux titres: Dans l'herbe, Respire et Vacances sans S. Vous avez déjà eu plusieurs prix littéraires de poésie, je ne les ai pas comptés, et vous co-dirigez deux revues littéraires dont j'ai oublié le nom, à vrai dire. Richard et Point de chute. Ah ben voilà, c'est simplement. J'ai quitté Point de chute l'été dernier. Bon. Mis à part ça, vous êtes quand même enseignant et pour la petite histoire, vous avez été normalien très jeune. Non, là, on est normalien, c'est-à-dire une classe préparée. Normalement, d'accord. Je le précise parce que quand vous allez comprendre le sujet de son livre, il faut quand même le mettre en relation avec ce parcours intellectuel. Alors, dans vos deux romans, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'il y a un ado pétri de mal-être, quand même, qui se sent pas très bien, et qui se surpasse, qui se transcende, qui se réinvente en héros. Alors pour vous, Julien, il se transcende en Kurt Cobain, et vous, il se transcende en, tenez-vous bien, vous êtes assis, en... Arnold Schwarzenegger. Il fallait que ce soit piqué. Alors déjà, moi je voulais vous poser la question des titres, parce qu'ils ont vraiment du sens. Tout ça vient même dans sa jeunesse. Même dans sa jeunesse, ouais, c'est une chanson, tout simplement, de Kurt Cobain, de Nirvana, qui parle avec vraiment le côté très évocateur de Kurt Cobain, et en fait de la relation entre un père et son fils. Et en fait, un père qui descend un tout petit peu son fils, qui lui dit que voilà, il sert bon à rien, etc. Et quand le héros du livre découvre Kurt Cobain, il se dit tout simplement qu'il y a une échappatoire. Il se dit qu'il n'est pas obligé d'être différent de ce qu'il est, et qu'il peut être lui-même, et qu'il peut être à la marge et même être sincère dans ce qu'il fait. Et je crois que c'était ça un petit peu le message de Nirvana, c'est qu'on pouvait être soi-même et être quand même, et compter quand même. Voilà. Quand même. Et alors, et créatine, c'est quoi ce titre? La créatine, c'est un produit qu'on utilise pour augmenter sa masse musculaire. Donc c'est exactement comme la protéine, la différence c'est que ce n'est pas les mêmes molécules, ça ne stimule pas les mêmes choses. En fait, c'est presque la même chose. Le père étant défaillant ou n'étant pas un modèle idéal, on va choisir un autre modèle, et dans mon cas, je n'ai pas pris quelqu'un de maigre et de mélancolique, mais j'ai pris quelqu'un de vaillant et de musclé, d'américain et de grand. L'autre côté de l'Amérique, parce que là c'est plutôt white trash, moi c'est plutôt
seule différence peut-être, c'est que, enfin, le point commun de ces deux figures, c'est que, en plus d'être américaines, ce sont des figures complexes parce que ce sont des enfants battus. Et dans mon cas, Schwarzenegger, c'est pas la première chose qu'on dit sur Schwarzenegger, mais c'est quand même un enfant battu et enfant d'anciens nazis autrichiens. C'est quand même psychologiquement, psychanalytiquement, ça porte une charge énorme. Et la différence, c'est que moi, c'est transcender l'identité par le corps, alors que dans ton livre, j'ai l'impression que c'est plutôt se retrouver, donc revenir à une fidélité à soi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et il a vu quelque chose. Il n'était pas très bon musicien, le personnage n'est pas très bon musicien, il essaie désespérément jouer des trucs très très durs, les Zeppelin, tout ça, et il s'aperçoit qu'avec Nirvana, 4 accords, voilà, un petit peu d'énergie, on peut arriver à sortir quelque chose qui soit aussi valable qu'un solo de 4 heures déguisé en clown. Alors que lui, il se dit, voilà, on peut être soi-même sur scène, parler de soi surtout, et voilà. Donc effectivement, il y a une sorte d'identification comme ça, qui n'est pas la même. Et après, oui, il y a quand même l'idée, là où ça rejoint ce personnage, c'est que David, le personnage de mon livre, ça se passe au début des années 90. Et donc, au début des années 90, moi j'ai vécu, c'est qu'il y avait un peu une injonction à devenir un héros, je trouvais, dans notre culture, dans les choses qu'on lisait et qu'on voyait à la télé. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je trouvais, voilà, il se comporte quand même de telle manière, il veut être droit, il y a une certaine probité dans les choix qu'il fait, il veut sauver voilà, l'un des personnages du livre, il a ce côté, il aimerait voilà, s'imposer en tant que héros, alors que peut-être il n'en a pas les moyens, mais il y avait quand même cette idée-là par le biais de la littérature et du cinéma. Tu veux que je lise là maintenant? Bah, ouais. En fait, je voulais vous demander avant que tu lises. Non, je vais lire à la fin. Tu lis à la fin? Bah oui, parce que sinon, on va pas pouvoir discuter. Ah, d'accord, ok. Non, Tu peux, non? Je peux lire calmement assis, mais... Ah bah non, si tu préfères lire à la fin, on lit à la fin. Non, Bon, je voulais vous demander, est-ce que vos personnages, c'est des héros ou c'est des zéros? Ou un peu des deux? Où est-ce qu'ils se situent? Il se rêve en héros, en fait, il fait des choix de héros, sauf que comme il vit du côté de la Garonne, dans un coin perdu, c'est un peu plus difficile, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas vraiment d'échappatoire, si ce n'est la lecture, le cinéma. Donc il essaie, et par les choix qu'il fait, il essaie d'être... oui, de se sortir de sa condition. En fait, c'est comme je disais, on est très sérieux quand on a 17 ans, donc il essayait voilà, d'être quelqu'un. Après, est-ce qu'il y arrive ou pas, c'est autre chose. Je crois que c'est très difficile d'être vraiment un héros jusqu'au bout. Alors, il n'est pas un petit peu, il y a quelques petites lâchetés dans le livre. Il est le héros de sa propre aventure et il s'imagine en tout cas, lui, qu'il en est un, je crois. T'as droit à un joker, hein? Non, mais parce que... Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ça me paraît assez évident, mais bon. S'il y a un modèle qui s'identifie à ce modèle, il veut devenir ce modèle, et s'il n'y arrive pas, ben, ça n'arrive pas, et s'il y arrive... En tout cas, il y a un autre point commun, c'est que tous vos personnages sont des exclus. C'est-à-dire que les deux, à leur façon, le tien, Julien, il y a un ami, Alcibiade, alors qui lui n'est pas addict aux voyantes mais au porno, hein, c'est-à-dire que c'est son... Voilà. Mais par contre, ton héros Victor, lui, est tout à fait seul et isolé. Et ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment d'être quand même des êtres qui n'arrivent pas à s'intégrer dans des groupes, ce qui est si important à l'époque de l'adolescence. On voit bien qu'autour d'eux, tout le monde fait corps. Hein, ils vivent des trucs, ils font des trucs chez toi, ils s'aperçoivent bien que tous ces copains, ils vont
Donc, il faut voir des vrais films au ciné, ils font des trucs sympas. Là, les deux, ils sont moqués par les profs, ils sont rejetés par les personnes un peu populaires. Et le rapport entre les deux, c'est que c'est vraiment des exclus. Hein. Oui, c'est ça. Alors, exclus, je sais pas, mais ils sont un petit peu à la marge et ils sont contents d'être à la marge. C'est-à-dire que, voilà, c'est les autres qui sont pas au bon endroit. Et effectivement, alors ils ont les cheveux longs, voilà, ils ont un comportement effectivement assez différent de leurs camarades, donc ils sont un peu ils sont un peu mis de côté. Et surtout, je crois que ce qui est important, c'est que ne correspondent pas à l'image que voudraient que les parents voudraient qu'ils aient. Donc le père le rêve en Platini ou en Papin, sauf que bon, il fait du foot, mais bon, ça n'intéresse pas plus que ça. Il joue, voilà, il fait ça. Et la deuxième option, c'était de devenir pêcheur comme son père, pêcheur de métier, alors un pêcheur, et ça non plus, mal de mer, donc c'est pas, voilà, c'est pas du tout les deux vocations qui nous sont prévues normalement. Ben, ça va pas du tout. Et lui, en fait, il se rêve, oui, c'est ça, il rêve d'être une rockstar. Donc c'est pour ça que il y a une forme de rejet de ce qu'il aimerait être. Donc il se met effectivement à la marge et c'est là qu'il devient un héros, je crois, parce qu'il s'invente il s'invente un rôle, en fait. Alors ça, le rejet du père et de la famille, c'est vraiment commun à vos deux romans, parce que chez toi, Victor, le père, comment dire, n'est pas décrit comme quelqu'un de très ragoûtant. Hein. Non, en fait, dans Créatine, je voulais créer un contraste un peu volontairement binaire et ridicule entre un père professeur de français et un jeune mauvais à l'école, aussi par souci d'autodérision et d'anticipation de l'avenir, puisque moi-même je suis professeur de français et si mon fils, si j'ai un enfant, un fils, et que il me voit débarquer, il va me trouver chiant, il va me trouver intellectuel. Et c'était pour moi un exorcisme aussi de cette figure écrasante de l'intellectuel de famille qui en fait nuit à l'épanouissement des enfants aussi. Parce que les parents profs de français, c'est pas évident d'arriver à se mettre à distance et de cacher le bébé dans un monde qui n'est pas forcément le monde des livres, le monde de la culture. Et ça vaut pour les profs de philo, pour les profs d'histoire, pour plein de choses. C'était un peu l'idée du livre. En général, ils font l'inverse. Oui, mais aussi parce que sociologiquement, la figure de professeur de français elle est très ambivalente, à la fois parce qu'elle n'est pas aimée du grand public, que les gens n'aiment pas le français, n'aiment pas l'école et tout, mais qu'elle a quand même un certain statut. Et moi, je dirais qu'au contraire, c'est le prof de français qui est exclu, hein, parce que le gamin, lui, ce qu'il veut, c'est conforme à un modèle social qui est le modèle de la virilité, auquel le père n'est pas du tout, parce qu'il est prof, parce qu'il est végétarien et parce qu'il n'est pas musclé, confronté, en fait. Et il est tour d'ivoire de la littérature dans ce livre. C'est une forme de moquerie envers l'establishment littéraire. En fait. Oui, mais alors en fait, vous en faites un portrait quand même qui est pas très flatteur parce que je pense au portrait de la mère qui est comparée à la nourriture qu'elle fait elle-même et qui est d'une fadeur, puisqu'ils sont végétariens, ils bouffent des trucs dégueulasses comme genre du quinoa, des graines, des machins qui n'ont pas de goût. Il dit en fait, cette cuisine sans goût, c'était ma mère, c'était sa fadeur, c'était l'ennui qu'elle dégageait. Oui, il est fan comme un plat de la cantine. J'aimais bien parce qu'il y a tout là-dedans. Il y a l'école, il y a la régularité, il y a tout ce qu'on n'aime pas. En fait. Et c'est vrai que moi, ce que j'aimais dans ce livre, c'était cette ambivalence entre on nous impose des modèles, l'école, l'hôpital, la bouffe, tout ça, mais ce modèle est tellement désagréable et défaillant qu'un jeune ne peut pas demander à un adolescent d'aimer la cantine, d'aimer Jean-Paul Sartre. Je ne sais pas pourquoi je dis Jean-Paul Sartre dans le livre. Je voulais le dire aussi, c'est que son père lui dit moi je dis Jean-Paul Sartre, ça t'en bouche un coin ça. Oui, tout le temps il dit tu sais pas lire Jean-Paul Sartre. Et aller demander à un adolescent d'aimer Jean-Paul Sartre, c'est un ridicule atterrant en fait. Et ça, c'était le paradoxe, parce qu'on sait très bien sociologiquement que les trois quarts des gens qui achèteront mon livre auront un rapport à l'institution, qu'il soit par l'éducation nationale, par le ministère de l'enseignement supérieur, comme c'est le cas. Donc, il fallait bien aussi que nous, on fasse notre autocritique et qu'on accepte de sortir de notre petit tiroir.
Donc finalement, c'est une excuse, c'est pas l'adolescent. L'adolescent, il retourne vers ses désirs propres de vivre, d'être heureux, d'être distingué, d'être aimé par un autre modèle, le modèle social d'un récit scolaire. Alors, chez toi, Julien, l'adolescent va quand même avoir un autre modèle qui va s'imposer. Peut-être pas vraiment un modèle, mais quelqu'un qui va quand même lui permettre de sortir de ce dans quoi il était plus ou moins enfermé. C'est un oncle qui est peintre, un peu excentrique. Et alors, il est non seulement peintre, mais il est détective privé à 16 heures. Et il va l'embringuer dans des enquêtes, alors plus ou moins, comme font les détectives privés aujourd'hui, c'est plus ou moins des histoires d'adultère. Et il souhaite qu'il prenne des photos qui l'assistent. Et le pauvre gamin va se retrouver dans des histoires rocambolesques avec cet oncle. Oui, oui, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui côtoie très régulièrement, c'est comme un deuxième père pour lui. Et il est un peu élevé aussi, parce qu'il faut bien préciser que la mère est décédée à la naissance du jeune homme, sinon ça marche un peu moins bien. Et donc, voilà, il va voir cet oncle assez régulièrement, et au bout d'un moment, cet oncle lui propose de participer effectivement à ses enquêtes. Et c'est là qu'aussi, il se rend compte qu'il peut devenir une sorte de... Il se prend pour un agent secret, en fait, il va juste filmer des couples adultères, mais pour lui, c'est l'aventure. Alors, il n'y a pas que ça aussi, c'est les rançons. Il s'occupe aussi des rançons pour les chiens kidnappés, tout ça, parce que ça existe. Hein. On kidnappe les chiens des riches. Et donc, voilà, il fait son beurre avec ça. Et effectivement, son oncle est un modèle. Lui aussi, il le considère, en tout cas au départ, il le considère vraiment comme à la marge, comme quelqu'un, un modèle à suivre, parce qu'il est libre. Il est peintre, alors effectivement plus ou moins raté, on ne sait pas trop. Il a été un peu voir dans tous les mouvements de la peinture, de la sculpture. Il n'a jamais vraiment trouvé son truc. Mais voilà, oui, pour lui, c'est un modèle à suivre, plus que son père. Mais bon, voilà, il va découvrir des choses qui vont être un peu moins sympas d'une deuxième facette. C'est ça, c'est aussi un roman sur les secrets de famille. Oui. Le vôtre. Oui, parce que... Oui, alors il va rencontrer en fait chez cet oncle qui est peintre une jeune fille modèle. Et en fait, en essayant, voilà, bien évidemment, il va être subjugué par sa beauté. Et il va essayer de savoir qui est cette jeune fille. Et en essayant de trouver qui est cette jeune fille, ben, il va se confronter à des secrets qui concernent sa famille à lui, de lourds secrets dedans. Et cet oncle va un peu tomber de son piédestal. Voilà, c'est rapidement à un moment, sans s'en dévoiler trop, à un moment du livre. Alors pourtant, c'est très réaliste. Voilà, il y a vraiment des références à Kurt Cobain, le rock, le lycée qui est montré. Mais à certains moments dans votre livre, on est quand même au bord du surnaturel. Moi, j'avais l'impression d'être un peu des fois dans le bal de Comte d'Orgène. Il y a la fugue en forêt. Parce qu'il tombe, il faut préciser que cette fille, donc, il tombe amoureux, elle vit en forêt de façon un peu sauvage. Et elle va l'entraîner dans une espèce de je sais pas quoi, on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait, de fuite, hein, elle fuit. Ça se passe la nuit dans la forêt, il y a des descriptions qui sont très très belles, très poétiques. On est dans cette veine un peu surnaturelle aussi. Oui, bah, tout à fait. En fait, je voulais que la nature, en fait, c'est là où j'ai grandi, sur les bords un peu sauvages de la Garonne. Bah, je voulais que c'est un rôle important en fait dans l'histoire. Alors c'est marrant ce que vous dites sur cette histoire de surnaturel parce que la première fois que l'éditrice a lu le livre, elle a même pensé que cette jeune fille n'existait pas. N'existait que dans le regard du jeune, parce que c'est effectivement, elle apparaît un peu de manière un peu magique et elle disparaît d'autant plus. Voilà, elle disparaît, on ne sait pas trop comment, où, elle disparaît complètement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un petit côté surnaturel. Après, c'est vrai que la nature a un rôle important. C'est très commun dans la littérature américaine, ce genre de description, d'essayer de faire évoluer son personnage vraiment dans un lieu qui le définit lui-même. Un peu moins dans la littérature française. Non, je ne voulais pas laisser le monopole de la
restaurale à la littérature américaine. Donc voilà, j'avais vraiment envie que ce soit un personnage du livre aussi, la nature. Donc elle est presque, effectivement, on la voit vivre, cette nature. Elle est présente, elle a aussi une influence importante sur le comportement des personnages. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Et donc, elle influe sur leurs décisions aussi. Et il y a des moments un peu, effectivement, oniriques, un peu magiques, mais je crois que ça revient aussi à parler du héros. C'est qu'en fait, son terrain de jeu, c'est ce point-là. Et il le voit tel qu'il aimerait qu'il soit aussi, je crois. Parce que comme il a ce petit côté voilà, d'identification, de vie héroïque, voilà, il se dit, quoi, si la nature est un personnage important, voilà, un cadre, voilà, c'est le fin fond de la campagne, il y a toujours un peu des mystères. Alors, tout à l'heure, Victor, tu parlais de romans américains, et c'est vrai que ton roman, qui pourtant se passe sur les bords de la Garonne, il y a un journaliste qui avait employé l'expression la Garonne dans Mississippi local, ce qui est assez marrant. Alors, ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on a parlé de ce côté onirique, mais il y a aussi vraiment un côté aussi thriller, c'est plein de rebondissements, il y a des bagarres, alors là il y a du sang, il y a des chantages, il y a des comportements troubles, il y a la police qui se mêle à tout ça. Et je me suis demandé si tu avais une inspiration quand même des thrillers, des romans noirs américains. Alors, pas du tout, mais alors, d'aucuns disent que toutes les histoires sont des histoires d'amour. Moi, toutes les histoires sont des polars. En fait, moi, j'avais envie que la vie est un polar. En fait, j'avais envie qu'il y ait ce suspense. Voilà. Alors, il n'y a pas de meurtrier, il n'y a pas vraiment d'enquêteur, mais voilà, je crois qu'il y a aussi un côté amusement dans l'écriture. C'est que moi, j'aime bien que on ne m'emmène pas tout de suite au point voulu et que ça soit réglé au bout de la 15e page. Donc même si ce n'est pas un roman de littérature noire ou un thriller, je voulais quand même qu'il y ait ce petit côté oui, amusement, entertainment comme disent les Américains, c'est-à-dire il y a vraiment le jeu avec les personnages, avec les lieux, avec le fait de découvrir. Alors il n'y a pas, j'entendais parler de cliffhanger, il n'y a pas vraiment des cliffhangers dans le livre, mais je crois que ça fait partie de la construction d'un roman. Et comme je m'amuse aussi à découvrir des choses quand je l'écris, parce que je n'ai pas de plan préétabli quand j'écris un roman, si j'ai envie qu'il se passe ça, je me dis tiens, ça peut être intéressant, ou ça peut s'imposer à moi aussi au cours de l'écriture. Donc je pense que je découvre le roman en même temps que voilà, quand je l'écris, en même temps, on va être au même point avec le lecteur. Voilà, et c'est vrai que ce côté un tout petit peu... alors, polar, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, il y a un léger suspense jusqu'à la fin, je crois. Voilà, je pense que c'est important dans un roman ou dans l'écriture en général. En tout cas, c'est très drôle. Enfin, moi, il y a vraiment des passages qui me font rire. C'est délicat, c'est servi par une très belle prose. C'est vraiment un... Alors, c'est étrange parce que c'est une espèce de conte grunge. Ça pourrait aller aussi pour... Ça va très beau le conte grunge. Si, c'est chouette, grunge. C'est un peu grunge, voilà. Mais qui saisit tout l'adolescent avec une grande justesse. Et surtout, c'est une très très belle écriture. Merci. Voilà. Alors, je me tourne vers toi, Victor. Bon, Créatine, c'est donc voilà, une espèce de récit halluciné, il faut bien le dire. Hein. Un style brut, très différent dans le style. C'est cavalcadant, ça nous interpelle sans cesse. J'ai montré certaines pages tout à l'heure à les personnes, vous en voyez là. Il n'y a pas d'alinéa, il n'y a pas de ponctuation, et pourtant on s'ennuie jamais. C'est une histoire complètement dingue, une espèce alors là c'est un monologue jaillissant, aussi désespéré que désopilant. On ne sait pas trop hein, si on doit rire. Et c'est l'histoire de jeune homme hanté par son corps. Alors, c'est ce pauvre jeune homme qui végète dans le Poitou-Charentes. J'espère que personne de l'Office du tourisme n'est là, parce qu'on n'est pas prêt d'avoir des subventions. Voilà. Tu l'as dit, il découvre Arnold Schwarzenegger, et là, c'est l'éblouissement total. Alors, pourquoi Schwarzenegger? J'en ai déjà parlé un petit peu, mais
Parce qu'il est extrêmement musclé, et plus complexe qu'il y paraît, en fait. Il est très beau et tout ça, mais aussi... En fait, il y a un film de Schwarzenegger que je trouve meilleur que les autres, c'est Last Action Hero. Et ce film est génial parce qu'il est totalement parodique. Il a anticipé la critique qu'on pouvait faire de Schwarzenegger, c'est-à-dire un crétin musclé. Et le personnage n'est pas très intelligent. La seule chose que je peux dire sur mon personnage, c'est que pour enlever les alinéas, pour qu'on soit vraiment dans la tête de ce zozo, le but c'est pas que ce soit une littérature de l'entertainment justement, surtout pas, il faut que ce soit désagréable. Parce qu'un personnage pareil, on ne peut pas le croire jusqu'au bout, on ne peut pas avoir forcément une empathie folle pour ce type, mais pour moi c'était le pouvoir de la littérature, c'est-à-dire pas forcément là pour que ce soit gentil et agréable, on est là pour changer la vision du monde. Et qu'on soit d'accord ou pas avec cette vision-là, il fallait que j'impose cette vision à nous, pour ensuite mieux, dans le réel, enfin, on quitte le monde du livre, pouvoir critiquer ce virilisme ambiant dans lequel on est tous les jours, et qui est de plus en plus fréquent, avec toutes ces salles de sport qui pullulent partout, et tous ces crétins qui nous disent d'aller voter pour la xénophobie, pour le racisme, sous prétexte de pureté de la race. Et j'en profite évidemment, je ne suis pas idiot, ça date pas d'il y a 15 jours, tous ces problèmes. Ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi nous mettre dans la tête de quelqu'un qui pourrait dériver jusqu'à ça, et voir en quoi ceci est dérangeant. Dans ce livre, il est question de Schwarzenegger, mais aussi de Thibaut Inchep, de modèles comme ça, de banalisation de la virilité ambiante, de la militarisation de l'Occident, et je les mets en scène pour qu'on puisse en parler, et pour qu'on puisse en déjouer les stratégies de parole. Alors, c'est aussi, on sent bien que c'est une espèce de virilité un peu en carton-pâte, il y a un côté burlesque dans le traitement du personnage. Et je me demandais justement si dans ton livre, il y avait justement une critique de l'éducation qu'on donne, surtout aux garçons, pour en faire des espèces de mâles dominateurs, virilistes et crétins. Oui, en fait, c'est un personnage qui fonctionne par tautologie. Donc, je veux des femmes, les femmes aiment les hommes musclés, donc je vais faire du sport. Et cette tautologie-là, déjà elle a sa rythmique propre, c'est-à-dire sa généralisation de la pensée. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était comment on peut penser ça sérieusement, et comment on peut aller jusqu'au bout d'une pensée pareille, tout en créant des effets d'absurde, de coq à l'âne, etc. Et donc c'est un livre qui est non seulement très caricatural, mais aussi qui exagère beaucoup, surtout sur la question des chiffres. Parce que vous savez bien qu'il y a un rapport de chiffres au capital que l'on retrouve dans la progression du corps, dans la mise en valeur de notre corps avec ses organes, on dirait Deleuze. Et donc c'est un personnage qui ment constamment sur la taille de son corps, la taille de son sexe, son poids, ses performances en sport. Et d'ailleurs le livre devait s'appeler Performance. Et puis il y en a un autre de Simon Liberati qui est sorti. Alors on avait décidé d'appeler le livre Machine de guerre. Et puis on s'est dit que c'était pas assez intéressant. Et quand on a eu l'idée de faire une couverture rose, j'ai décidé de l'appeler Créatine. Parce que c'était un substantif féminin. Je trouvais ça particulièrement évocateur. Voilà. Alors, tu parlais des chiffres, ça m'a fait mourir de rire. C'est que quand il commence son culturisme, il prend du poids. Alors au début, c'est presque incroyable. Et puis on arrive à des chiffres complètement délirants, non seulement sur le poids, alors à la limite du poids on peut en prendre, mais alors il prend d'abord 20 kilos, puis 50, puis 100, puis 200, et puis alors ce qui est génial aussi c'est qu'il grandit, c'est que plus il fait du culturisme, il fait 1m62 au départ, et il dit là j'ai dépassé il arrive il dépasse la barre des 2 mètres comme si faire de la barre. Et c'est vrai que là on se demande dans quelle mesure c'est un délire total et que rien n'est vécu. En fait on se demande là aussi, un peu à la façon dont ton éditrice a pu se demander est-ce que cette jeune fille Manon existe, on se demande est-ce que ça existe ou est-ce que c'est du délire?
C'est pas moi de trancher. Après, l'espace de la littérature, c'est un des rares qui permet de jouer avec les dimensions, avec le réel. On est pris toute la journée par le réel. Et le réel, c'est devant nous tout le temps. Alors je pense que la littérature, c'est peut-être le seul moyen de un petit peu sortir de notre réalité morne et fade. Alors, donc, un personnage qui fait du sport toute la journée, c'est une pauvreté, une répétitivité accablante. Alors, peut-être que dans sa tête, il se passe des choses. Et comme moi, je suis dans un monologue, je dois montrer les évolutions dans sa tête. Donc, si pour lui, il a l'impression de mentir, alors c'est la vérité. Et c'est ça, c'est la seule chose qui est intéressante. Je crois que le plus intéressant, ce serait d'entendre lire l'incipit de la page. Je ne vais pas lire l'incipit. Tu vas lire ce que tu veux. Je vais vous lire autre chose. Alors, déjà, je vais me mettre debout pour vous lire un extrait. Ah. Je peux me lire. Alors, voilà, bien. Ouais. Allez, viens. Ça va, vous m'entendez? Bon, je vous conseille de venir écouter Victor Malzac parce que de toute façon, sa voix ira jusqu'à vous. Donc moi, je serai vous, je viendrai. Alors, je vais vous raconter l'histoire de ma transformation radicale grâce à ce film dont j'ai parlé, qui s'appelle Conan le Barbare. Alors, tu vois, quand j'ai vu Conan le Barbare, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tout a changé pour moi. Mon corps a grandi en voyant Conan le Barbare, et je me suis rendu compte que il y avait quelque chose avec ce film, c'est que grâce à ce film, je m'étais rendu compte qu'en plus d'aimer Schwarzenegger, je détestais mon père. Et ça, c'est vraiment... Je détestais le corps de mon père. Mon père, en fait, était malade. Et ça, je l'ai compris grâce à Conan le Barbare que mon père était malade. Je veux dire, il n'était pas gentil, il n'était pas vivant, il n'était pas vigoureux. Non, ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie de voir mon père sourire ou juste de me dire un truc sympa, de me dire par exemple bonjour. Non, mon père ne m'a jamais dit bonjour. Mon père se moquait tout le temps de moi et de tout le monde. Et toute la journée, mon père regardait la télé en buvant tout le temps. Et alors je me souviens que mon père, il passait ses journées comme ça, du matin jusqu'au soir. Il passait ses journées devant la télévision et devant les trucs, là, les chaînes d'information en continu, et il pouvait y aller jusqu'à la nuit tard, des fois jusqu'à 2-3 heures, ça pouvait arriver qu'il regarde comme ça les chaînes d'information en continu, et tous les jours de la semaine, il regardait les chaînes d'information en continu. Il était chiant, et il était très chiant, et il époussetait ses livres tous les jours en buvant de l'eau gazeuse. Il disait des choses devant la télé, en regardant la télé du soir au matin. Oui, c'est la vérité. Et alors quand j'ai commencé à regarder Conan le Barbare, alors là ça l'a agacé parce que je lui prenais la télé. Car on se battait pour la télé, parce qu'il ne pouvait pas regarder les chaînes d'information en continu pendant que moi je regardais Conan le Barbare. Et alors on se battait pour la télé du salon, pour un territoire, là, comme deux gorilles qui se battaient pour la guenon, et la guenon c'était la télé. Et alors dès que j'avais fini le film, il reprenait ses droits et paf! Direct, il mettait BFM TV. Et c'était ça la vie de mon père. C'était BFM TV. Et dès qu'il rentrait à la maison, il attendait que je finisse mon film. Il me parlait dans l'oreille. Pendant que je regardais mon film, il me disait « Je n'en peux plus de ton film. Tu m'emmerdes avec ton film. » Et quand j'avais fini le film, il se mettait sur le canapé en faisant un gros bruit de soulagement. Il faisait « Ah !» Et il faisait ce bruit-là comme ça, pendant que ma mère, elle faisait à manger. Et juste après manger, c'était pareil, il remettait la télé, il se mettait dans la même position, il refaisait le même bruit de bouche. Ah, car on ne mangeait pas de viande, mais il continuait comme ça, de regarder la télé pendant qu'on faisait la vaisselle. Et il parlait à la télé, mais il ne nous parlait pas. Et le seul moment où il éteignait la télé, c'était à 2 h du matin. C'était après, pour venir dans ma chambre, me parler dans l'oreille la nuit, et pour me dire des saloperies toute la journée. Mais juste, si il regardait la télé, ce serait pénible, tu vois,
pas, mais non, car mon père, en plus, il n'était pas muet, car il parlait à la télé, et ça m'irritait, et je l'entendais comme ça. Il parlait tout le temps, en même temps dans le vide, et il commentait tout ce qu'il voyait, et il avait des réactions face à ce qu'il voyait, et il disait des conneries devant la télé. Il faisait comme si on l'écoutait, mais on ne l'écoutait pas. Et il ne faisait que ça, de parler, et de râler sur tout ce qu'il voyait, car en fait, il avait peur, mais pas juste un petit peu peur, non, il avait vraiment peur de la guerre et des manifestations et de l'extrême gauche et des islamo-gauchistes et de la droite. Il disait, oh non, c'est pas sûr, attends, c'est pas sûr, il peut pas faire 20% ce type, tu as vu, tu te rends compte la réforme des retraites? Et nous, on ne savait pas ce que c'était, et nous, on n'avait pas d'avis. D'ailleurs, on faisait la vaisselle, et on ne lui répondait pas du tout, parce qu'il ne nous parlait pas. Et de toute façon, il n'aurait pas entendu si on avait répondu, parce que mon père était absorbé par la télé et la peur. Dès qu'il voyait un accident ou une poubelle en feu, il criait au scandale, il disait « Oh putain merde, oh non c'est pas vrai, oh non c'est encore la faute des jeunes ». Il disait ça comme ça, c'est encore la faute des étrangers, je déteste les jeunes et les étrangers, c'est comme ça toute la journée ici dans le Poitou-Charentes, c'est comme les cons que je me coltine dans ma classe, c'est toujours les mêmes, les jeunes cons qui font n'importe quoi, regarde-moi ces jeunes cons qui font chier le monde, regarde-moi tous les étrangers qui nous volent notre pain, et le mercredi, après les chaînes d'information, il regardait l'émission des livres pour se calmer. Et il disait, ah ça va être super les livres, ça va me faire du bien les livres. Mais alors là c'était pareil, il avait peur encore plus, parce qu'il trouvait des livres, des sujets des livres trop immoraux pour la jeunesse. Ou alors c'était écrit par un énarque, donc il n'était pas content, parce que mon père il aimait pas les jeunes, et pas les étrangers, et pas les énarques, et personne. Et ma mère, après avoir fait la vaisselle, elle était en train de tout laver par terre, et puis elle allait dormir, et il continuait comme ça. Et il disait, oui, le petit cercle, le petit milieu, ils sont tous pistonnés, et moi je ne suis pas pistonné. Il disait ça en boucle, en fumant des cigarettes dans le canapé, et en buvant, et il allumait une cigarette toutes les 5 minutes, et ma mère râlait aussi du coup, elle disait, chérie, arrête, ce n'est pas raisonnable, chérie. Mais il continuait et disait, moi je suis un homme libre, moi je fais ce que je veux, moi je suis un insoumis, moi je fais ce que je veux, et personne ne me dira ce que je dois faire. T'as vu comme c'est la guerre partout là, avec les jeunes et les migrants, ils sont tous devenus fous, ils sont tous incultes les migrants, ils viennent là, de notre porte au Poitou-Charentes, et ils brûlent des voitures et moi je peux pas fumer. Les jeunes, ils écoutent du rap, ils sont là, dans les campagnes, et ils rigolent fort, et ils font du breakdance, et je peux pas fumer. Et ils brûlent des poubelles, et ils cassent des vitrines, et ils fument de la drogue, ils n'accordent pas bien le subjonctif parfait, et ils portent des Adidas, ils volent des autoradios, et ils crèvent les pneus, et on ne dit jamais rien, et nous on n'appelle même pas la police, et on achète d'autres pneus, et d'autres autoradios sans rien dire, c'est comme ça ici, et moi, ici chez moi, dans mon salon, ma femme à moi, elle m'interdit de fumer. Ils sont en bande, à écouter du rap, sans leurs écouteurs dans le tramway que je prends parce qu'on a crevé les pneus de ma voiture et pas la tienne à toi, parce que tu n'as pas de voiture, parce que c'est moi qui t'emmène partout et c'est ta faute. Et de toute façon, je possède tout dans cette baraque et tout ça c'est à moi et c'est mon territoire et c'est mon loyer, moi. Et tu me dis toi qui fais rien de ta journée, tu me dis que je n'ai pas le droit de fumer. Et si je ne fume pas, je n'ai aucun plaisir dans la vie, aucun. Si je n'ai pas, autant que je meurs alors maintenant. Mais il me reste ça, tu comprends? Il reste ça, un peu de ça. Il disait tout ça, mon père, et il ruminait comme une vache en tirant très fort sur la cigarette. Et moi, je vais te dire un truc, je pense qu'il avait raison de tirer sur la cigarette, parce qu'après il serait mort, et il allait mourir vite. Il avait même sa cigarette du soir. Et il disait, ouais, je vais fumer ma cigarette du soir, je l'ai bien mérité devant les infos, parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui. Mais écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Mon père, il était professeur de français, il dit n'importe quoi à tout le monde toute la journée. Il dit qu'il travaille, mais il travaille pas, il sait pas ce que c'est lui. C'est pas ça du travail, je veux dire du vrai travail de soi, du vrai muscle, du vrai homme. Non, je ne crois pas qu'il sache ce que c'est le travail. Et d'ailleurs, il travaillait peu et mal, et tout le monde le détestait.
détesté et on lui crevait les pneus toute la journée. Et il n'avait jamais été heureux de toute sa vie. Et moi, je regardais ça tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, j'ai vu ça se faire devant moi et devant ma mère. Et je le détestais encore plus. Chaque soir, il inspirait une sorte de dégoût profond, tu vois. Et comme j'ai dit, c'était viscéral, tellement il m'énervait, tellement il m'irritait. Et tous les jours, d'un peu plus d'énervement. Moi, je détestais mon père. Je peux te dire que donc, on ne s'entendait pas. Et alors, un jour, j'ai décidé qu'avec mon père, on irait boxer ensemble. Merci. Je suis bonus, je suis pas intervenue, mais j'espère quand même que les voisins vont porter plainte. Donc retenez ces deux noms. Julien Cridos, un très très beau roman sur l'adolescence, très drôle aussi. Et Victor Balzac, Créatine. Il vous accueille sur le stand Gallimard pour des dédicaces. Allez-y parce que je pense que c'est vraiment deux auteurs qu'il faut lire et vous avez vraiment la chance de les rencontrer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.